Well, ladies and gentlemen, good evening. Bonsoir, mesdames et messieurs. As you are aware, Comme vous le savez, il y a 1 heure, s'est achevée la réunion de haut niveau sur la Syrie. Et le vendredi, nous irons à Genève, comme prévu par M. Brahimi et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Nous allons nous rendre à Genève pour participer au dialogue entre parties syriennes, dialogue dirigé par les Syriens, afin de parvenir à un accord entre le gouvernement syrien et l'opposition, appelée coalition à cette réunion. Et nous reviendrons sur cette question ultérieurement. Et dans ces réunions, dans ce dialogue direct entre les deux parties, avec la présence de M. Brahimi en tant que médiateur, nous allons, je l'espère, entamer un processus, un dialogue visant essentiellement à mettre en œuvre les dispositions de Genève 1. Mais Genève 1 n'est pas quelque chose que l'on peut choisir. Il s'agit d'une question d'ensemble et il n'y a pas d'éléments qui peuvent être choisis à la carte. Nous parlons d'un ensemble, d'un paquet qui doit être accepté par les parties. Nous avons quelques remarques au sujet de la réunion d'aujourd'hui. Le gouvernement syrien a tenu promesse, comme vous le savez, il a participé à cette réunion de haut niveau. Il a envoyé une délégation de haut niveau, présidée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Ceci dit, et quel que soit le fond, comme je l'ai dit, nous en parlerons plus tard, à partir de vendredi à Genève, le format de la réunion d'aujourd'hui était quelque peu décevant à nos yeux. La raison est la suivante. À l'origine, comme vous le savez tous, il y avait 30 pays qui ont reçu une invitation. C'était la situation il y a 2 jours. Puis, les organisateurs de la réunion et le secrétariat des Nations Unies semblent avoir décidé d'ajouter 10 pays supplémentaires. Aujourd'hui, nous avions donc 40 pays qui auraient été présélectionnés. Et la plupart d'entre eux sont anti-syriens. Cela signifie qu'ils viennent de gouvernements qui ont adopté une politique hostile à l'égard du gouvernement syrien. Mais en même temps, et c'est un paradoxe, le secrétaire général a exclu l'Iran. D'une part, l'on ajoute 10 nouveaux pays, et d'autre part, on exclut l'Iran. Ceci a créé un déséquilibre pour ce qui est du format. Je parle toujours du format de la réunion. Voilà donc notre première remarque. Deuxièmement, les interventions, les discours de la plupart des intervenants aujourd'hui, et comme vous le savez, les 40 délégations ont pris la parole,
n'encourageait pas le dialogue politique national. C'était plutôt des déclarations provocatrices qui se répétaient et les formulations étaient toujours basées sur la haine contre le gouvernement syrien et sur une provocation aveugle, ce qui est contre-productif, infructueux et voué à l'échec. Ce n'est pas du tout quelque chose de positif. La Syrie a besoin d'encouragement pour participer à une mise en œuvre sincère et honnête de Genève 1, comme je l'ai dit. Mais pour ce faire, nous avons besoin que toutes les parties mettent un terme au terrorisme et à la violence. En effet, le règlement politique ne saurait aller de pair avec le terrorisme. Et ceux qui sont derrière ces actes terroristes en Syrie doivent choisir soit être l'auteur de l'incendie ou alors le pompier. On ne peut être les deux en même temps. Je ne le dis pas parce que c'est uniquement la position du gouvernement syrien, mais je le dis parce que c'est une question inscrite à notre ordre du jour dès le début. Les observateurs de la Ligue arabe, lorsqu'ils se sont rendus en Syrie, ont immédiatement posé la question. Ils ont dit que mettre un terme à la violence était une question essentielle. Après la mission des observateurs arabes est venu M. Kofi Annan qui a répété la même chose. Et si vous reprenez le plan en 6 points de Kofi Annan, vous verrez que le premier point, c'est mettre un terme à la violence. Le général Mood est venu après Kofi Annan, il a dit la même chose. Puis c'était au tour de M. Brahimi qui a répété également la même chose. Puis les résolutions 2042, 2043, 2118 ont répété la même chose. Et là, nous parlons donc d'un langage convenu sur le plan international et consensuel. C'est pour cette raison que nous mettons en exergue ce mot clé, ce mot extrêmement important. Ceux qui veulent aider les Syriens, au pluriel, doivent vraiment participer à ce processus qui consiste à mettre un terme à la violence. Ça, c'est un terme très poli, mais la vérité est que cette violence, à 99%, est basée sur le terrorisme. J'ai transféré, au nom de mon gouvernement, au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité 500 lettres officielles depuis le début de la crise. 500 lettres officielles. Et on rigolait avec un collègue au bureau. J'ai mis toutes les lettres dans un carton et on m'a demandé est-ce que l'on pourrait peser cela pour savoir combien de kilos de lettres nous avons envoyées au secrétaire général. Cela fait plus de 20 kilos de lettres officielles qui ont été envoyées. Parmi ces lettres, 267 portent sur la lutte contre le terrorisme en Syrie, avec des noms, des nationalités, des dates de naissance, les noms des parents, même la taille des chaussures, de tous ces terroristes qui ont été tués en Syrie. Et je peux vous montrer quelques-unes de ces lettres. Bien sûr, je ne vais pas toutes vous lire. Terroristes de Libye, Tunisie et Arabie Saoudite.
15 novembre 2012. Date d'envoi de la lettre. Déclaration par M. Panetta, le ministre de la Défense américain, qui dit qu'il reconnaît qu'il y a des États dans la région qui appuient de façon militaire l'opposition. M. Panetta a donc dit ça. Et plus précisément, il a dit qu'il y a des États dans la région qui fournissent une assistance létale. Le président français François Hollande a également reconnu qu'il y avait des djihadistes français qui combattaient en Syrie. Le ministre aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, M. Hague, a reconnu la présence d'extrémistes britanniques qui combattaient en Syrie. Donc voilà un autre document. Le soutien officiel turc aux terroristes en Syrie avec les noms, etc., étayés. Et nous avons ici Al-Zawahiri, qui a demandé à ses fidèles de renforcer encore le djihad en Syrie. 20 novembre 2012. Le trafic d'armes par la frontière turque. Ingérence turque dans les affaires intérieures, à la frontière, en facilitant l'infiltration de terroristes par cette frontière. 546 terroristes qui sont entrés en Syrie par la frontière turque, avec les noms, avec les nationalités. 546 terroristes, je le répète. Maintenant, le vaisseau libyen qui transportait du lait, des vêtements pour l'hiver, en passant par le Liban, 400 tonnes d'armes à bord de ce navire. Et bien sûr, ce bateau libyen est arrivé par un port turc. 3 avions saoudiens C-30 transportant des terroristes d'Al-Qaïda du Yémen en Syrie par la Turquie. La déclaration du centre djihadiste salafiste en Jordanie. Au sujet des 9 938 terroristes qui ont été tués en 2013. Donc voilà une source d'information jordanienne, pas syrienne. Ils ont reconnu que 9 938 terroristes, des Arabes uniquement, ont été tués en Syrie en 2013. Et encore une fois, avec les noms, etc. Le démantèlement des usines à Alep et l'acheminement vers la Turquie. Ça, c'est aussi très important. Voici un article qui a été publié par le journal turc Yurt et qui parle du contexte des armes chimiques, de l'histoire des armes chimiques. Donc, encore une fois, un journal turc qui informe la communauté internationale que en Turquie, les terroristes ont mené des essais scientifiques sur l'utilisation d'armes chimiques contre des lapins pour par la suite les utiliser contre les citoyens et puis pour accuser le gouvernement de le faire. Donc voilà, encore des informations. Cela date du 10 décembre 2012. Et n'oubliez pas que
Canal Assal, l'utilisation des armes chimiques, c'était le 19 mars 2013. Et là, on attire l'attention de la communauté internationale, du secrétaire général, déjà sur l'utilisation des armes chimiques dans cette lettre. Maintenant, la confiscation des armes qui ont été passées en contrebande par la Jordanie, la Turquie, le Liban. Encore une fois, un document qui concerne la Turquie. Maintenant, la participation saoudienne du Qatar et de la Turquie au transfert de cargaisons qui ont été achetées à la Suisse, à la Belgique, à la Croatie et à l'Ukraine, aux manifestants pacifiques en Syrie. 26 noms, 26 terroristes qui ont été arrêtés en Syrie. I am telling you a very beautiful story. I will give you the possibility to have this example. Je donnerai l'occasion des questions-réponses. Bien entendu, je vais respecter cette pratique. Je voudrais simplement vous expliquer des choses basées sur des faits. The Syrian people are Le peuple syrien est la seule partie qui peut décider de l'avenir de la Syrie. Ce n'est pas tel ou tel ministre qui doit décider de l'avenir de notre pays. Le processus approuvé par le Conseil de sécurité, avec la médiation de M. Brahimi, appuyé par le secrétaire général, parle d'un processus dirigé, piloté par les Syriens. Nous n'allons pas accepter que quiconque nous donne des leçons, et personne ne peut nous dire que ce ne sera pas le peuple syrien qui va décider pour son peuple. Sur cette question, il ne peut pas y avoir de divergence d'opinion. Les choses sont très claires. La rhétorique que vous avez entendue de la part de certains intervenants avant moi est tout à fait inutile, contre-productive et absolument pas réaliste. La conférence Genève 2 doit aider le peuple syrien véritablement à mettre un terme au terrorisme. Il s'agit d'exercer une pression sur les gouvernements qui forment, hébergent, protègent des terroristes qui sévissent en Syrie. Nous le disons parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité sur l'interdiction du terrorisme qui interdit à tout État membre d'appuyer des terroristes. Que ce soit la 1267 concernant le Taliban ou la 1373 concernant Al-Qaïda ou la 1624 comportement. Le terrorisme et 1988 et 1989 qui parlent de la nécessité pour tous les États membres de s'abstenir d'appuyer les terroristes. Donc, nous avons tout un arsenal juridique découlant des activités de l'ONU concernant la lutte contre le terrorisme. Tout le monde doit participer à ce processus. Récemment, et ce sera ma dernière
remarque avant de passer aux questions-réponses. Le Conseil de coopération des États du Golfe s'est réuni au Koweït le 19 décembre. J'ai sous les yeux le texte final de cette réunion. Si vous l'examinez, vous le trouverez par Google, vous verrez que ces États incitent à la violence et au terrorisme, qu'ils appuient publiquement le terrorisme en tant qu'arme politique pour faire pression sur le gouvernement syrien. Ils aident les groupes terroristes opérant en Syrie, financièrement, politiquement. Ils le disent, c'est le communiqué final de la réunion qui a eu lieu au Koweït le 19 décembre, il y a très peu de temps. Donc, ce communiqué est très intéressant. Maintenant, je vous écoute. Je vous laisse organiser la question-réponse. دكتور جعفري هنالك خلال تصريحات الوزراء الذين سبقوا حضرتك في الحوار تأكيد على موضوع الهيئة الانتقالية بشكل مؤكد وذات الصلاحيات. عساف عبود BBC. هنالك Asaf Aboud de la BBC. Le secrétaire général des Nations Unies a présenté un argument, ainsi que par M. Kerry. Ils ont souligné qu'il n'y avait pas d'autre possibilité qu'une transition avec un gouvernement transitoire ayant des pleins pouvoirs exécutifs. Quelle est donc la position de la Syrie, du gouvernement syrien, pour ce qui est de l'accent mis par le secrétaire général, par M. Kerry, sur ce gouvernement transitoire ayant des pleins pouvoirs exécutifs? Que penseriez-vous de la participation de modérés au gouvernement? Cela a été dit, Genève 1 est un ensemble, on ne peut pas choisir à la carte. Il faut appliquer toutes les dispositions de Genève 1. Il ne peut pas être question de choisir. C'est très important. Le premier point de Genève 1 et la nécessité de mettre un terme à la violence et au terrorisme. Ensuite, on peut aborder les autres points. Ce que M. Kerry et M. Ban Ki-moon ont dit, c'est leur avis personnel, mais le dialogue entre Syriens n'a pas encore commencé, et c'est cela qui compte. Nous couvrirons l'ensemble des points de Genève 1 lors de nos discussions. C'est un processus qui va commencer vendredi. Nous ne pouvons pas être sélectifs, nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs. Il en va de même pour le gouvernement. Anna Salah de la télévision, Dr Bachari a dit que 10 États avaient été ajoutés à la liste et que des déclarations étaient provocatrices. La première question est: est-ce qu'il y avait l'intention de mettre un terme à la crise et de faire cesser les actions des terroristes qui tuent des Syriens?
quel sera le degré d'influence de la coalition qui ne contrôle pas les djihadistes et ni des groupes armés. لحضور المؤتمر رفيع المستوى هي تشكيلة. En fait, je reviens sur le fait qu'il y avait 40 États invités. Et la majorité des pays étaient anti-syriens, alors que l'Iran, qui défend la Syrie, a été exclu. En fait, l'Iran a une influence dans la région. Si l'on veut vraiment que la Syrie sorte de la crise, tous les pays influents doivent être invités pour obtenir un résultat positif. Toutefois, l'une des déclarations les plus importantes a été celle faite par le régime qatari, qui a défendu un groupe wahhabite, où il a dit que les wahhabites avaient atteint la Lune, alors que l'Iran lui-même a lancé une fusée. Qu'il y aurait un vaisseau spatial en 2020. Le fait de défendre les wahhabites de Takfiri nous amène à confirmer que les Qataris soutiennent les terroristes. Alors, la question de savoir quelle est l'influence de la coalition. Le secrétariat général des Nations Unies a envoyé une invitation à la coalition et certaines parties de l'opposition n'ont pas été invitées, ce qui provoque un déséquilibre. La délégation de l'opposition présente aujourd'hui, c'est simplement la délégation de la coalition. Il n'y avait pas d'autres représentants à l'extérieur de la coalition. Donc la coalition n'est pas représentative de l'éventail de l'opposition syrienne. Nous l'avons souligné, il faudrait que l'ensemble de l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie aurait dû être invité. Implement some local ceasefires and other This question. Yes, the initiative was actually launched by our minister in Moscow, delivered. Monsieur Lavrov a transmis l'initiative syrienne à Monsieur Kerry et au bout d'un moment, Monsieur Kerry a demandé ce qui s'était passé. La réponse a été que Washington essayait toujours de contacter, de faire pression sur certains groupes qui opèrent à Alep. Nous attendons que les Américains aient une réponse de ces groupes armés qui opèrent à Alep pour ce qui est l'application de cette initiative. تفضل. عماد سارم تلفزيون الإخبارية. سعادة السفير السيد بان كي مون Le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, a dit dans une conférence de presse, en fait, il a parlé de la situation humanitaire et du terrorisme. Ils nous ont dit que le terrorisme était le résultat de la situation humanitaire et non pas la cause. Dans le communiqué de presse, vous faites référence à des documents qui éprouvent la participation de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie aux actes de terrorisme.
À la fin de la session, M. Jarbar, représentant de la coalition, remercie le Qatar, l'Arabie Saoudite et les autres pays auxquels vous avez fait référence comme étant un des soutiens du terrorisme. Le terrorisme n'est pas le résultat de la situation humanitaire en Syrie. Il y avait d'autres... il y a des situations humanitaires difficiles ailleurs dans le monde à la suite d'ouragans, de séismes avec des centaines de milliers de décès. Mais il n'y a pas eu d'acte de terrorisme contre les gouvernements dans ces pays. Bien entendu, les situations humanitaires sont extrêmement dures en Syrie. Nous ne le négligeons pas, mais il faut être transparent. Il faut analyser les raisons qui ont amené ces conditions humanitaires. En fait, les terroristes terrorisent, effraient les civils. Ils sont attaqués des villes telles que Alep, le Ksir et d'autres villes dans le pays, Amaroula également. Donc ce sont des terroristes armés qui ont sauvagement attaqué des populations et qui ont... Donc il y a des films qui prouvent ces actes de terrorisme. Les terroristes ont incendié la mosquée d'Omayyad. Sous la direction du gouvernement turc. 700 000 ouvrages rares ont été volés à la bibliothèque, dans une bibliothèque. Ces personnes ont également tué des centaines de travailleurs dans la ville de Agdra, que l'on appelle la ville des travailleurs. Ils ont tué ces personnes sur la base de leur loyauté à l'organisation Takfiri et à leur appartenance religieuse. Les terroristes sont toujours là. Pourquoi l'armée ne peut-elle pas expulser ces terroristes? Parce qu'ils utilisent les civils comme boucliers humains, comme otages. C'est la raison pour laquelle l'armée ne peut pas bombarder les immeubles, car autrement il y aurait des massacres. Monsieur Ban Ki-moon et Monsieur Kerry ne sont pas au courant de tout cela. En tous les cas, et s'ils le sont, ils ne veulent pas le comprendre. Pour eux, ce qui compte, c'est se débarrasser de Bachar el-Assad. C'est une véritable obsession. Ils pensent que s'ils se débarrassent de Bachar el-Assad, les choses vont s'arranger en Syrie. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Kadhafi était la source de tous les problèmes en Libye. Kadhafi a été éliminé. Et quelle est la situation en Libye? Ils avaient dit la même chose de Saddam Hussein en Irak. Et il en va de même en Égypte. Ils avaient dit que Moubarak était la principale source de problèmes. Et que se passe-t-il aujourd'hui en Égypte? Il en va de même en Tunisie. La Tunisie, à l'heure actuelle, est un pays qui exporte des terroristes. Des terroristes tunisiens ont créé ce qu'on appelle
le djihad du sexe. Ils ont créé ce qu'on appelle le djihad du sexe, où ils envoient des jeunes femmes et des jeunes filles en Syrie pour exercer le djihad par le biais du sexe. Ils offensent ainsi à la fois les Arabes et l'islam. Ce sont des criminels. سيد بشار أحمد زكريا مراسل راديو. Je suis Ahmad Zakaria de Radio Al-Koul. Je vais parler en arabe. Il y a des crimes de guerre qui ont eu lieu en Syrie. Des photos qui ont été envoyées partout dans le monde le prouvent. Ce sont des photos de détenus qui sont morts sous la torture. Et cela a été vérifié au niveau international. Le processus démocratique va-t-il traduire en justice les responsables de ces crimes? Vous avez également parlé de ce qui s'est passé à Al-Qusr, l'assassinat de personnes sur la base de leur identité, sur la base de leur appartenance ethnico-religieuse. Je pense que cela a été commis par le Hezbollah et leurs affidés. Il y a aussi les barils de TNT explosifs. D'où viennent-ils, Monsieur Bachar? Au point de vue juridique, tout crime doit faire l'objet de poursuites et la peine doit être proportionnée à la gravité du crime, que ce soit un assassinat, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Tout crime, tout homicide doit être puni. Il doit y avoir des redditions de comptes qui s'appliquent à tous. La Syrie, la partie a toute une série de conventions de lutte contre le crime, crimes transfrontaliers ou crimes commis sur le territoire du pays en question. Et nous sommes partis à ces conventions. Le point le plus important ici, c'est que des pays influents, en tous les cas certains pays influents, voudraient appliquer leurs droits, ils voudraient dicter leurs lois à d'autres pays. En d'autres termes, ils ne reconnaissent pas la souveraineté de certains États membres des Nations Unies. C'est ainsi qu'ils agissent avec le tiers-monde dans tous les domaines et pas uniquement juridiques. C'est là le cœur de la question. Les législations nationales prévalent dans chaque pays. En l'absence de textes juridiques qui traitent ce type de crime, nous pouvons nous reporter au droit international. C'est les principes. En pratique, il y a un droit international. L'application du droit international, malheureusement, a toujours été politisée. Tout a été politisé aux Nations Unies. Je ne vais pas entrer dans les détails ni vous donner trop d'exemples. Je vous demanderai d'être patient. Alors maintenant, les photos dont vous avez parlé. Je sais à quoi vous pensez. Les photos que vous avez mentionnées me rappellent le scandale de l'utilisation des armes chimiques et d'autres incidents qui auraient pu amener à une attaque armée sur la Syrie. Le dernier rapport publié par le Massachusetts Institute prouve que tout le discours américain était totalement infondé. Cette question a été portée devant le Conseil de sécurité et le gouvernement n'a pas été accusé. En fait,
il est indiqué que certains Syriens membres de l'armée et certains soldats sont morts à la suite de ces attaques chimiques. Lors de la conférence qui a eu lieu au Koweït, dont je vous ai parlé, on a truqué ces photos. Et ces photos ont été truquées au Koweït le 19 décembre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimes, qu'il n'y a pas de torture en Syrie, qu'il n'y ait pas un grand nombre de morts. Je ne nie pas le fait qu'il y a beaucoup d'erreurs commises, et pas seulement en Syrie, mais partout dans le monde. Mais il y a un système de reddition de comptes au niveau national et pas international. Chaque fois qu'une question apparaît à la surface, on dit qu'il faut qu'il y ait un tribunal international. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que le président Bush n'est-il pas traduit en justice? Ou bien M. Sarkozy ou M. Hollande ou d'autres qui sont responsables de la mort d'un grand nombre de personnes. Et qu'en est-il du génocide arménien avec ses 5 millions de victimes? Si l'on applique la même règle à tous, parfait. Mais si on le fait d'une manière sélective uniquement à l'encontre de pays du tiers-monde, des pays plus faibles, eh bien je dis que cela n'est pas acceptable. Pour ce qui est de Al-Qusayr, je pense que vous en souviendrez, j'aurais vraiment voulu vous amener ces 500 lettres. Comme ça, vous ne m'auriez pas posé ce genre de questions. Avant les événements de Al-Qusayr, il y a 18 mois environ, des parlementaires de partis du Liban, des frères liés aux frères musulmans, ont déclaré publiquement qu'ils envoyaient des couches et du lait pour les enfants, ainsi que de la vitamine C. De la vitamine D aussi, parce qu'il n'y a pas de soleil en Syrie. Il s'est avéré toutefois que il se servait de ces cargaisons pour livrer des armes qui étaient cachées. Il y a un bateau qui contenait plusieurs tonnes d'armes. Ce bateau a été intercepté et il y a d'autres bateaux qui ont réussi à passer et à livrer leur cargaison d'armes. Le Hezbollah est entré à Al-Qusayr il y a 18 mois après que les bandes du parti Al-Mustakbel et des bandits du Liban se sont introduits. Toutes ces bandes viennent du monde entier et ont été envoyées en Syrie. En fait, il faut mentionner tous les aspects d'un problème et pas uniquement ceux qui sont en votre faveur. Télévision syrienne. Monsieur l'ambassadeur, il y a quelque temps, la conférence au niveau s'est close. Vous êtes venu avec un mandat constitutionnel et le mandat du peuple. L'autre parti ne représente pas l'ensemble de l'opposition. Ce qui est déplorable, c'est que tous ces pays qui parlent de la situation humanitaire, ce sont eux qui imposent des sanctions à la Syrie pour aggraver la crise alimentaire et toutes sortes de crises. L'opposition n'a pas demandé la levée des sanctions. Ils n'ont pas parlé d'Alep, des détenus.
et d'autres questions essentielles. L'ambassadeur, pour ce qui est des sanctions, je voudrais corriger la terminologie. Des sanctions sont imposées uniquement par le Conseil de sécurité. Par conséquent, alors qu'on parle de sanctions, ce ne sont pas des sanctions de point de vue juridique, c'est nul et non avenu. En fait, ce sont des mesures coercitives unilatérales. Ce sont des mesures commerciales contre un pays. Ce sont des mesures illégales et cela ne relève pas de sanctions au sens des Nations Unies. Par exemple, il y a un mois, l'Assemblée générale a adopté une résolution annuelle contre les sanctions imposées par les États-Unis contre Cuba, avec une majorité de 180 pays. 3 pays se sont abstenus. Donc, il y a eu une condamnation unanime de ces sanctions, une adoption universelle de ces sanctions unilatérales coercitives des États-Unis contre Cuba. Les sanctions qui sont imposées en Syrie par les États-Unis, les Ligues arabes ou l'Union européenne sont une des raisons principales de la crise. Alors, lorsqu'on voit ces larmes de crocodile versées sur la situation humanitaire en Syrie, il faut se souvenir que ce sont eux, ceux qui pleurent, qui sont à l'origine de cette situation avec des interdictions d'importation, d'exportation. Ils interdisent les envois de fonds, ils volent du gaz, du pétrole, ils achètent du pétrole et du gaz au terrorisme, ils financent le terrorisme parce que ils achètent les barils à 2 $ au lieu de 100 $. En fait, il y a des courtiers qui les achètent à 2 $ et qui les revendent 10 $ à l'Union européenne et cela profite à tout le monde. En d'autres termes, ces sections font partie intégrante des causes qui ont amené à la crise humanitaire en Syrie. Nous, qui représentons la Syrie auprès des Nations Unies à New York, eh bien, l'on nous a bloqué nos comptes, ce qui va à l'encontre du droit diplomatique et du droit international. Cela fait 6 mois que nous n'avons pas de compte. Ce sont des sanctions et qui s'inscrivent dans un ensemble de pressions exercées sur la Syrie pour l'obliger à modifier sa politique. Cela fait partie d'un jeu géopolitique qui ne devrait rien avoir avec notre réalité. En fait, nous sommes tributaires de la géopolitique. Merci. Pourriez-vous nous dire qui va diriger la délégation syrienne qui va prendre part aux négociations à partir de vendredi? Comment anticipez-vous le déroulement de ces négociations? Et pourquoi n'y a-t-il aucun responsable de la sécurité dans la délégation syrienne? C'est le vice-ministre des Affaires étrangères et le vice-premier ministre qui vont diriger cette délégation à partir de vendredi. Ces négociations constitueront un processus. L'on ne s'arrêtera pas à une séance, 2 ou 3 séances. Par conséquent, quel que soit le temps que cela prendra, le gouvernement syrien s'engagera dans ce dialogue de longue haleine et il estime qu'il est nécessaire de tenir un tel dialogue entre Syriens. Et lorsqu'il estime que c'est nécessaire, il sera là. Pourquoi il n'y a pas de représentant de l'armée? Eh bien, c'est une décision souveraine du gouvernement syrien. Monsieur,
vous avez indiqué que vous souhaitiez lutter contre les terroristes avant de vous atteler à l'édification de cet organe de transition. Cependant, puisque cela fait 3 ans que l'on parle de cette question, et puisqu'il semblerait que le pays mais certains pays appuient l'établissement d'un gouvernement de transition ou d'un organe de transition qui serait composé de modérés, de personnes issues du gouvernement et de l'opposition. Alors, si vous réussissiez à réaliser ce premier pas, et si cet organe de transition pouvait avoir comme mandat de lutter contre le terrorisme, l'on pourrait aller vers un succès. Parce que je pense qu'il est difficile de commencer par la lutte contre le terrorisme, parce que nous, en tant que Syriens, nous pensons que cet organe de transition est peut-être la manière optimale de combattre le terrorisme. Jusqu'à présent, la manière dont nous avons combattu le terrorisme, nous avons toujours accusé ces terroristes d'être financés de l'extérieur et rien d'autre n'a été fait. Comment pouvez-vous conclure que nous sommes contre cet organe de transition? Réponse. Non, parce que vous dites qu'il faut commencer par la lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur. En politique, il faut passer par les différentes étapes dans l'ordre. Tout d'abord, il faut édifier les mesures de confiance. On ne peut pas s'entretuer et s'asseoir à la table des négociations pour tenir un dialogue poli. Comme je l'ai dit, le communiqué de Genève est un paquet. On ne peut pas choisir les points qui nous intéressent. Donc, pour l'instant, il y a 2 groupes qui se battent. Certains lancent des barils explosifs, d'autres utilisent des tirs de mortier. Alors, madame, ce que vous proposez, c'est quelque chose d'utopique, d'idéal. D'abord, édifier un gouvernement, mais pour vous, l'édification d'un organe de transition et la lutte contre le terrorisme, vous le mettez au même niveau. Il y a des groupes armés qui sont des acteurs non étatiques et qui continuent d'exercer leurs activités et ils ne sont pas des groupes étatiques du point de vue du droit international. Il y a une différence entre le droit des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire donne au gouvernement le droit de lutter contre une insurgence. Le droit des droits de l'homme, en revanche, ne donne à l'État aucun droit de lutter contre un groupe d'opposition, quel qu'il soit. Par conséquent, au sein de la communauté internationale, l'on reconnaît le fait qu'il existe une opposition armée. On peut la nommer djihad, révolution. On peut parler même de chaos. Bref, il y a des gens qui prennent les armes contre l'État. Et tout État, dans ces circonstances, se défendrait. Personne permettrait à ces groupes de continuer de tuer les gens et en même temps déciderait d'avoir un dialogue avec eux. Dans le cadre de ces mesures de confiance, eh bien, évidemment, tout d'abord, nous pouvons commencer par mettre un terme aux hostilités. Mais si nous continuons à permettre l'entrée à notre territoire des Chichani, des terroristes tunisiens, saoudiens, cela signifie que l'on va à l'encontre des principes du droit. Il y a également des terroristes tchétchènes qui viennent chez nous
pour faire une guerre dite sainte. Alors, est-ce que nous envoyons l'armée syrienne qui représente l'État vers le Qatar ou un autre État? Moi, je suis ambassadeur de la Syrie. Je m'exprime donc au nom du gouvernement de la République arabe syrienne. Est-ce que nous avons envoyé notre armée au Qatar ou vers un autre État pour mener une guerre? Non, parce que ce principe est erroné. Maintenant, j'aimerais mentionner un aspect qui est lié à ce sujet. Le gouvernement français nous appelle régime, mais nous sommes un gouvernement. Bon, ça c'est une vue de l'esprit de nous appeler régime. Moi, la France, je l'appelle gouvernement, pas régime. Bref, le gouvernement français a trouvé Mohamed Marra, un djihadiste, un terroriste, à Lyon. Il voulait aller au paradis, entouré de 72 vierges. Il a utilisé 300 balles ont été trouvées dans son corps. Tout le monde a collaboré pour arrêter les actions de ce terroriste. C'est vrai que c'était un terroriste puisqu'il avait tué des gens. Mais comment avait-il été formé, entraîné, financé? Je l'appellerais peut-être révolutionnaire. Pourquoi est-ce que le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni a indiqué qu'il savait qu'il y avait 500 révolutionnaires en Syrie qui venaient du Royaume-Uni? On leur a dit ne revenez pas au Royaume-Uni, restez en Syrie. Bref, il y a un terrorisme accepté et interdit. Je parle au nom de Al-Mayadine. Monsieur, la majorité des déclarations que nous avons entendues ce matin portaient sur le communiqué de Genève 1 et sur le texte de la résolution 2118. Tout ce que l'on a entendu est tout à fait valable. L'on a demandé la cessation des hostilités, l'on a demandé la libération des détenus, la fourniture d'une aide humanitaire. Est-ce que cela pourrait être mis en œuvre? Y a-t-il une possibilité de le faire avec l'aide des États-Unis ou de la communauté internationale? Réponse. Je le répète, le communiqué de Genève 1 est un paquet. On ne peut pas choisir certains éléments. Et la première disposition porte sur la cessation des activités terroristes. Par conséquent, nous avons mené des activités à Alep pour mettre un terme à la situation qui s'y déroulait. Pour revenir sur Genève 1 et son communiqué, il y a deux parrains que l'on connaît, les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, qui exercent des pressions sur la Syrie. Tout d'abord, les Américains devraient arrêter de fournir des armes et cesser de faire des déclarations empreintes de provocation. Ensuite, il y a des pressions exercées sur le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Et ils devraient cesser de s'ingérer dans les affaires internes de la Syrie, faute de quoi inutile de mener un dialogue, quel qu'il soit. Ces pays doivent respecter la logique contenue dans la première disposition du communiqué de Genève, c'est-à-dire mettre un terme à la violence. L'on peut être ici, mais on ne peut pas négocier tant que les gens continuent de mourir au nom de Dieu. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Si nous sommes à la table des négociations, si nous avons un dialogue entre parties, si nous communiquons, nous discutons, c'est très bien, c'est très important.
Les parties syriennes, d'ailleurs, sont venues ici en toute bonne foi. Nous sommes ici afin de concrétiser nos engagements. Nous avons composé nos délégations il y a 2 mois maintenant, mais aujourd'hui, l'opposition est venue après le début de la réunion. Et donc, il y a des personnes qui s'ingèrent de manière très claire dans les affaires intérieures de la Syrie parce que la manière dont nous menons les choses ne leur convient pas. Tout pays ayant des options géopolitiques qui ne sont pas compatibles avec les intérêts de l'Occident devrait-il être détruit? Ce que je demande est partie intégrante du communiqué de Genève 1. La mise en œuvre de ce comité doit passer par une interprétation commune du communiqué, puis par une mise en œuvre qui doit passer par un dialogue. Mais il faudrait tout d'abord que les pays qui s'ingèrent dans nos affaires, qui financent des armes, qui fournissent des armes, mais il faudrait également, cessent de le faire, il faudrait également que ceux qui envoient des terroristes cessent de le faire. Pourquoi? En fait, certains n'ont pas été invités à cette conférence au mépris des principes qui sont les nôtres. Nous sommes venus selon une décision souveraine. On n'était pas piégés à venir ici. Merci. Nous donnons une chance aux étrangers, aux journalistes étrangers. Donc vous ne voulez pas négocier. Le gouvernement. Vous parlez de Bachar el-Assad. Qui est-il? Le président. Très bien. Pourriez-vous nous dire ce sur quoi vous souhaitez négocier? Nous allons à Genève pour discuter de l'application de Genève 1 en tant que paquet, sans que l'on ne sélectionne un élément ou un autre de ce plan. Il appartient aux Syriens de décider qui va les gouverner, qui va les diriger. Et nous n'acceptons aucune ingérence extérieure. Je suis d'un organe de presse algérien. J'ai 2 questions. 2 questions, s'il vous plaît. La première question, vous avez accepté de céder vos armes chimiques. Quelles sont les garanties fournies par les pays, les grandes puissances, afin de ne pas répéter le scénario de Saddam Hussein, le scénario de Kadhafi avec le président Bachar el-Assad? Ils ont cédé leurs armes et puis ils étaient liquidés. La deuxième question concerne les négociations. Vous avez accepté de participer dans des négociations autour d'une table. C'est une reconnaissance de l'autre partie. Et cette reconnaissance de l'existence de l'autre consiste à faire des concessions. Quelles sont les limites de ces concessions que le régime syrien puisse présenter en fin de compte? Merci. L'arme chimique d'abord. Je commence par l'arme chimique. La Syrie, en principe, soutient la création d'une zone libre de toutes les armes de destruction massive, sans aucune sélectivité. Le nucléaire israélien devient en premier lieu, car c'est plus dangereux que l'arme chimique et l'arme radiologique. Depuis 2003 en fait. Depuis 2003, 27 décembre, on a présenté donc 2003 une demande de créer une zone
libre de toute arme chimique et on avait face à un veto américain si nous présentons le projet de la résolution. Mais ce projet reste en bleu, à savoir prêt à être adopté à n'importe quel moment et cela est la signification de la couleur bleue. Ceci se trouve dans les tiroirs du Conseil de sécurité. Voilà l'étoile de fond historique. À présent, si nous sommes convaincus de la nécessité de créer une zone libre d'armes de destruction massive, et si nous avons participé à la conférence de New York en 2010 pour prolonger le traité de non-prolifération, nous étions très actifs à cette conférence d'examen et nous avons adopté la déclaration finale appelant à convoquer une conférence internationale en 2012 pour appliquer la décision de le Moyen-Orient concernant donc la création d'une zone libre d'armes de destruction massive en 2000. Et cette décision était proposée depuis 1995. Mais ceci consiste aussi à ce qu'Israël renonce à son arme nucléaire. Et par conséquent, il y avait des reports successifs. C'est pas de notre fait, c'est le fait des autres qui ne veulent pas que cette conférence se réunisse parce qu'elle va aborder la question de nucléaire. Troisièmement, n'importe quelle arme de destruction massive est une arme qui ne peut pas être utilisée de nos jours, soit chimique ou biologique ou nucléaire. Il n'y a pas un pays capable d'utiliser une arme de destruction massive aujourd'hui. L'époque de recours à ce genre d'armes est passée, est révolue. Et par conséquent, toute arme nucléaire, bactériologique ou chimique, en fait, ces armes constituent un fardeau sur ces pays. Et si vous démontez votre programme nucléaire ou chimique, en fait, vous vous débarrassez d'un fardeau dont vous souffrez, un fardeau politique, militaire et un fardeau financier. Nous n'avons pas renoncé à notre arme chimique, nous avons décidé de notre propre chef pour ne pas répéter les expériences auxquelles vous avez mentionnées et afin de protéger nos peuples, car la rigidité dans ces questions, et quand c'est une erreur, en fait, au faux moment, n'est pas une bonne décision. Les armes de destruction massive sont de trois types, comme vous le savez, chimiques, nucléaires et bactériologiques. Mais il y a une quatrième arme, comme on dit couramment, c'est la stupidité politique, en fait. C'est une forme de destruction massive, car si il y a un gouvernement qui prend une mauvaise décision, donc ceci porte tort à ce pays. Nous œuvrons dans le cadre de la loi de la jungle et notre tâche c'est de préserver notre population et notre pays. Est-ce que le pays est plus important ou quelques armes chimiques? Le pays est plus important, forcément. Et aussi, il y a ce fait de se débarrasser de ce fardeau militaire, politique et financier, comme je viens de le dire. Et la situation était réglée simplement, comme je viens de le dire. Je vous remercie beaucoup.